va passer la parole maintenant aux médecins, chercheurs de Néphrogone, avec première présentation, étude de la balance calcique chez les enfants souffrant d'insuffisance rénale chronique. Je voulais juste vous présenter Sacha Flamier, qui est notre nouvelle chef de projet, qui est avec nous en fait depuis septembre et qu'on a pu recruter grâce à la nouvelle labellisation. Et donc je vais lui laisser la parole et celle qui va vous présenter nos projets. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler des différents projets de recherche qu'on a menés en 2018 depuis mon arrivée, donc de mi-2018, on va dire. Donc, je vais vous parler par rapport au programme, pardon. Je vais vous parler d'abord de l'étude CALBAL qui s'intéresse à l'étude de la balance calcique chez les enfants souffrant d'insuffisance rénale chronique qui est menée à Londres, à laquelle on participe. Et ensuite, je vous parlerai du projet Cystibone, donc qui s'intéresse à l'atteinte osseuse dans la cystinose. Et ensuite, ma collègue Amina Tali vous parlera des registres européens auxquels on participe et un tout petit point sur les études industrielles en cours dans le service. Donc, CALBAL consiste à étudier donc, la balance calcique chez les enfants souffrant d'insuffisance rénale chronique. Donc, on sait que la prise en charge des anomalies du métabolisme osseux et minéral, donc le CKD-MVD, induite par la maladie rénale chronique, est un défi quotidien pour le néphrologue. Et les conséquences de ce CKD-MVD peuvent être donc immédiates, donc biologiques ou retardées, comme des retards de croissance, des calcifications vasculaires ou des fractures. Et on sait donc que sur un squelette en croissance, les apports en calcium sont nécessaires. En cas d'apport insuffisant, on a une fragilité osseuse. Et en cas d'apport trop important, on a des risques de calcification vasculaire. Donc, l'objectif principal de ce projet était de comparer, parce que c'est un projet en cours, la balance calcique chez les enfants atteints d'MRC par rapport à des témoins sains, appariés sur l'âge, le sexe, pour déterminer, et aussi de déterminer le turnover osseux de ces patients. Les données seront analysées en fonction du groupe de MRC, les enfants en prédialyse et en dialyse, en tenant compte de la croissance et de leur statut pubertaire. Tout un tas d'objectifs secondaires que je ne vais pas lister parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Et pour vous dire que c'est une étude qui est menée par le professeur Schroff du Great Ormond Hospital à Londres, qui contient 7 centres, et dont un centre français à Lyon. La prévision d'inclusion est d'une centaine de patients, et nous, on en a déjà inclus 11. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler un peu plus longuement du projet Cystibone, donc qui s'intéresse à l'atteinte osseuse dans la cystinose. Donc, on sait que l'atteinte osseuse est une entité récemment décrite dans la cystinose qui survient chez les adolescents et les jeunes adultes. Il y a seulement quelques publications qui sont sorties, qui sont des case reports, mais aucune étude clinique n'avait été publiée. La physiopathologie de cette atteinte osseuse reste mystérieuse et plusieurs pistes sont évoquées, notamment un déficit en cuivre, des séquelles du rachitisme hypophosphatémique qui a eu lieu pendant l'enfance, la toxicité de la cystéamine, donc qui est le traitement pour la cystinose, l'hypoparathyroïdie et éventuellement les effets directs de l'os, sur l'os de la mutation CTNS qui est à l'origine de la cystinose. Donc, dans le modèle murin, on sait que l'invalidation du gène CTNS ne cause pas de maladie rénale chez les souris. Par contre, on a observé une ostéopénie sévère avec une diminution de la minéralisation ainsi qu'une diminution de l'épaisseur corticale des os de ces souris. Et la question était donc de savoir s'il y avait un effet direct de la mutation sur les cellules osseuses donc des souris et éventuellement des patients. Donc, pour répondre à cette question, on a eu une approche avec une étude d'abord clinique pilote, puis une étude fondamentale. Donc, l'étude pilote a consisté à évaluer le statut osseux des patients atteints de cystinose. Donc, on avait 10 patients atteints de cystinose et 10 témoins sains qui ont été appareillés sur l'âge, le sexe et le stade pubertaire. Donc pour ces patients, on a recueilli les données cliniques osseuses, donc fractures, déformations, douleurs. Ils ont réalisé une absorptiométrie et une HRPQCT pour étudier leur statut osseux.
Ensuite, donc avec les mêmes patients, on a réalisé une étude fondamentale sur les cellules osseuses. Et là, on a étudié in vitro les ostéoclastes des patients, enfin, issus du sang circulant des patients atteints de cystinose. Et on a étudié également l'impact de la cystéamine sur les ostéoblastes et les ostéoclastes. Donc on a utilisé des cellules, pour les ostéoblastes, on a utilisé des cellules souches mésenchymateuses murines qu'on a différenciées en ostéoblastes et on a testé qu'on a cultivé en présence ou non de cystéamine. On a étudié leur capacité de minéralisation. Et ensuite, pour les patients et les témoins, on a extrait des monocytes du sang total et que l'on a différencié en ostéoclastes en présence ou non de cystéamine. Et on a étudié la capacité de différenciation des ostéoclastes et leur activité de résorption. Donc tout d'abord, les résultats cliniques ont montré que sur 10 patients inclus pour un âge médian de 22 ans, 7 présentaient une symptomatologie osseuse. Les résultats de la DEXA ont été peu informatifs. Cependant, les résultats de la HRPQCT ont montré que les patients atteints de cystinose présentaient une diminution, une atteinte corticale avec une diminution de l'épaisseur corticale au tibia et au radius. Par contre, sans atteinte trabéculaire, une diminution de l'épaisseur corticale d'environ 30% par rapport aux témoins sains. Et ensuite, avec les cellules issues des patients atteints de cystinose et des témoins, on a pu mettre en évidence que sur les ostéoclastes, au cours de la différenciation des ostéoclastes, on a vu une augmentation de l'expression du gène CTNS. Et avec également une augmentation du nombre d'ostéoclastes chez les patients par rapport aux témoins sains. Par contre, on n'a pas observé d'effet de la cystéamine sur la différenciation des ostéoclastes. Ensuite, on a pu également voir que les ostéoclastes issus de patients atteints de cystinose résorbaient moins que les ostéoclastes issus de patients sains. Et de plus, la cystéamine semble inhiber la résorption osseuse des ostéoclastes. Et enfin, on a pu voir aussi que la cystéamine semblait stimuler la capacité de minéralisation osseuse des ostéoblastes à petite dose, mais après, l'effet s'annule à plus haute dose. Pas que la cystéamine semble toxique vis-à-vis des ostéoblastes, mais plutôt qu'elle inhiberait leur prolifération. Donc en conclusion, cette étude a pu montrer que l'atteinte osseuse de la cystinose a été donc décrite pour la première fois dans une étude pilote, avec une atteinte corticale plus précisément, qui ressemble beaucoup à l'atteinte décrite dans le modèle initial de cystinose, le modèle murin. Ensuite, les données expérimentales ont montré que la cystéamine possédait un effet plutôt positif sur l'homéostasie osseuse, avec une inhibition de la résorption et une stimulation de la prolifération ostéoblastique. À nuancer parce que c'est plutôt à faible dose, mais l'inhibition qu'on a observée à forte dose corrèle plus ou moins avec les observations cliniques de toxicité qu'on a pu observer chez les patients traités avec la cystéamine à haute dose. Donc, en conclusion, il faut savoir que donc, l'atteinte osseuse dans la cystinose doit être recherchée et prise en charge pour ces patients, car elle peut avoir un impact important sur la qualité de vie de ces patients. Et d'ailleurs, des recommandations internationales sont en cours d'élaboration sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention et je vais laisser la parole à ma collègue. Bon, je vais essayer d'être rapide, étant donné qu'on est un petit peu à la bourre. Donc moi, je vais vous parler brièvement des registres. On participe à plusieurs registres, CERTAIN, PKD, PKR et les registres de dialyse. Donc CERTAIN, c'est un registre européen de transplantation rénale pédiatrique. Donc il s'agit du suivi à court et à long terme des patients pédiatriques ayant reçu une transplantation rénale. Donc il y a 61 centres, 18 pays, 196 utilisateurs. Il y a 2 centres français. Donc à Lyon, on a recruté 27 patients depuis le mois de janvier 2018.
Donc, il y a aussi le registre PKD. Donc, il a pour but de collecter des données sur l'évolution clinique des patients atteints de PKD, donc diagnostiqués et suivis depuis leur enfance. Il y a 66 centres participants. Donc, il y a le nombre de patients. Il y a 342 patients enregistrés donc, sur la base et il y a 336 patients actifs. Et sur Lyon, on a inclus 18 patients. Donc, il y a aussi le registre PKR. Donc, pareil, l'objectif est de collecter donc, des données sur l'évolution clinique des patients atteints de PKR, donc, afin d'améliorer le traitement et le suivi des patients. Il y a 113 centres participants, donc 556 patients enregistrés dans la base. Et il y a 491 patients actifs. Et sur le centre donc, de Lyon-Néfrogone, on a inclus 23 patients. Donc, il y a 2 autres registres qui rentrent dans donc, les registres de dialyse. Donc, le registre pour les enfants sous dialyse péritoniale et le registre pour les enfants sous hémodialyse. À l'heure actuelle, donc, on a 3618 patients inclus dans le premier registre, donc répartis dans 127 centres et de 43 pays. Et 895 sont inclus dans le deuxième registre, répartis dans 83 centres de 36 pays. En France, il y a 10 centres, donc Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, il y en a 2, Saint-Denis, Strasbourg, et 100 patients inclus dans le premier et 84 patients inclus dans le registre pour les enfants sous hémodialyse. Concernant les études industrielles, je vais passer rapidement parce que c'est le centre d'investigation clinique qui coordonne les essais industriels. Donc, on participe à pas mal de centres, hyperoxalurie primitive de type 1, type 2 aussi. Donc, il y a Anilam, Dicerna, donc il y a le syndrome hémolytique urémique atypique de phase 3 et aussi l'acidose tubulaire distale. Donc, pareil, géré et coordonné par le centre d'investigation clinique à Lyon. Voilà, merci pour votre attention.